Bonjour à tous et je suis très heureuse d'être ici parmi vous et je remercie Agnès pour m'avoir invitée et à parler de l'histoire de ce jardin qui est commencé il y a 470 ans. Et, il a vu le jour, ce jardin, dans le 1545. Et ce que vous voyez là, c'est en arrière. Comment on va en arrière? Excuse-moi. Voilà, c'est Francesco Bonafede qui était professeur de médecine à l'université de Padoue, que vous savez, c'est une des plus anciennes universités d'Italie. Et il enseignait aux étudiants de médecine à reconnaître les plantes. Donc, il s'aperçut que les étudiants ne pouvaient pas reconnaître les plantes à partir des livres qu'ils avaient, puisque les livres étaient des livres de grec, arabes, et ils étaient traduits, et surtout les dessins n'étaient pas très précis. Comme ça, il a demandé à l'université d'acheter un terrain pour cultiver les plantes avec les étudiants. Mais l'université, comme toujours, n'a jamais d'argent. Et donc, l'université a demandé à la République de Venise de donner l'argent et acheter le terrain. La République de Venise était très intéressée à ça parce qu'ils avaient beaucoup de commerce avec l'Orient et ils importaient les épices. Et il y avait beaucoup de, je ne sais pas comment dire en anglais, fraude. C'est-à-dire les épices n'étaient pas vraiment ce qu'on avait... Pardon? Oui, de falsification, d'accord. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la déclaration de Venise. Et la motivation, c'est ce que vous pouvez lire ici, c'est en italien, mais j'ai essayé de traduire en français. Donc, en reconnaissant les nombreuses erreurs qu'on commettait chez l'épicerie, donc Venise a donné l'argent pour acheter le terrain qui était placé entre l'église de Saint-Antoine, ici en bas, et Santa Giustina. C'est deux églises très célèbres à Padoue. Et le jardin se trouve ici. Voilà. Et le terrain était choisi aussi parce qu'il y avait de l'eau. Donc, il y avait un petit fleuve qui tourne autour du jardin. Donc, on avait l'eau pour cultiver. Donc, dans le 1546, c'est-à-dire l'année après, les étudiants pouvaient utiliser le jardin. Et donc, la création d'un jardin pour les plantes médicinales, comme vous voyez, représente une mesure de tutelle pour la protection de la santé publique. Comme ça, les étudiants ne faisaient pas des erreurs pour soigner les personnes. Une sorte de qualité pour ce qui concerne la didactique. Et après, le prestige de l'université de Padoue est augmenté. On a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus étudier à Padoue. Et aussi, Venise était très contente parce qu'elle avait des experts pour reconnaître les épices. Donc, ici, vous voyez la planimétrie du jardin. Elle est toujours la même. Donc, elle a gardé le plan et l'architecture originelle. Le français, ou que c'est en France, j'ai reporté un commentaire de Pierre Bellon qui disait dans un écrit comment on dit, pour sa République, pour la République française, que vous voyez là, c'est la Seigneurie de Venise sa plus grande recommandation d'honneur, qui s'est fabriquer un théâtre de marbre bien enrichi d'or et d'argent. Donc,
une bonne réputation pour l'université de Padoue et pour Venise. Ici, vous voyez l'entrée. Et l'entrée, là, maintenant, est changée parce qu'on a eu des problèmes dans le 1600 avec le fleuve. Et donc, l'entrée, maintenant, a des règles qui sont sculptées sous les piliers de l'entrée. Et les règles sont très précises. Et on ne peut faire rien sans l'autorisation du directeur, préfectus, qui s'appelait préfectus. On ne peut pas voler, on ne peut pas abîmer les plantes et tout ça. Donc, si on ne faisait pas ça, on était mis en prison, ou exilé, ou il fallait payer de l'argent. Là, maintenant, vous voyez l'entrée, comme elle est aujourd'hui. Et de toute façon, la première année, il y avait beaucoup de problèmes parce que les plantes étaient volées. Donc, le premier préfet, pendant la nuit, vous voyez, il continuait à avoir des voleurs. Et donc, la solution fut de construire un mur, c'est un mur circulaire. Et là, vous voyez maintenant le plan, qui est toujours le même. Aujourd'hui, si vous venez à Padoue, vous voyez la même chose. Donc, on a, je vous décris un peu la structure. On a le mur circulaire, les allées, deux allées principales qui divident le jardin en 4 secteurs. Et chaque secteur a beaucoup de petits carreaux. Et dans chaque carreau, il y a une seule espèce. Donc, les étudiants pouvaient entrer et marcher entre les carreaux et observer les espèces. En fait, on a des documents du 1591, c'est-à-dire une quarantaine d'années après la fondation. Et dans ce petit cahier, il y a le plan du jardin, vous voyez, et un agrandissement de chaque secteur qu'on appelle spaldo. Je vous montre le prochain. Voilà, c'est une spaldo, le 3e. Et il y avait les carreaux qui étaient signés par un numéro. Donc le numéro 1, 2, comme ça. Et là, il y avait une plante. On n'avait pas la dénomination des lignées. On avait des polynômes. Ça s'appelait des polynômes, des descriptions des plantes. Et ici, c'est un cahier d'un étudiant. Et donc, en position 1 du spaldo terzo, il y avait cette plante-là. 3, il y avait celui-là, et 5, steramia, et comme ça. Donc, les étudiants pouvaient annoter les plantes et faire des observations, et après, ils discutaient avec le professeur Bonafede ou le professeur qui était de la période. Et donc, c'était une sorte de modalité interactive d'étudier. On observait directement et on discutait après. Donc, ce cahier est conservé à la bibliothèque du jardin. Et ici, vous voyez toujours la même image, c'est une autre peinture, mais le jardin a toujours été avec la même structure. Elle a changé seulement pour être un peu plus belle. Il y a eu dans le 700 l'idée qu'il fallait ajouter des statues, des balustrades, des fontaines. Donc on a au milieu une fontaine, et après on a des fontaines sur la porte sud et sur la porte est. Ce que vous voyez ici, c'est Saint-Antoine, la basilique de Saint-Antoine. Et autour du jardin, qu'on appelle
Hortus cinctus ou conclusus, qui est fermé. On a l'arboretum. Ici, on a des arbres des hauteurs, de haute taille. Et là, vous voyez ici la balaustrade et les portails et les grilles en fer forgé qui sont du 1700 aujourd'hui aussi. Donc, ils sont toujours soignés et entretenus. Oh, d'accord. Alors, ici, vous voyez la fontaine de la porte sud. Ici, vous voyez Théophraste, considéré le père de la botanique. C'était la fontaine des 4 saisons, donc toujours dans le 700. On a mis en place les statues. Et ici, c'est au milieu du jardin. Et les grilles que vous voyez ici sont des grilles originelles. Et aussi, on peut voir ici les petits carreaux, donc, qui sont toujours les mêmes. Donc, au moment, il s'agit de plus anciens jardins, des plantes qui sont restées pendant les siècles dans le même lieu et a gardé le même plan et la même architecture. Et donc, il a été un modèle pour les autres jardins, par exemple celui en Hollande de Leiden, au Montpellier aussi. Et donc, c'est vraiment un modèle pour les autres. Alors, au début, comme je dis, on avait seulement les plantes médicinales. Et donc, tous les carreaux étaient remplis de plantes médicinales. Mais après, quand la science botanique est passée d'être une science de base, une science pure, pas seulement appliquée à la médecine, les collections ont changé. Et là, maintenant, on a seulement ce secteur et celui-là qui sont cultivés avec les plantes médicinales. Les autres cas sont changés et on a beaucoup de collections. Par exemple, on a la collection des plantes médicinales, évidemment, les collections les plantes vénéneuses, les collections des plantes aquatiques, et comme ça, pour les collections des plantes qui viennent des Alpes. Et comme ça, je fais seulement quelques exemples. Médicinales et vénéneuses, les plantes insectivores. Et aussi, un des débuts du jardin des plantes est conserver la biodiversité, surtout si la biodiversité est en danger. Et ici, nous avons des plantes très rares de la région vénitienne, par exemple l'Aplophyllum patavino qui s'appelle Ruta patavina, qui est en vue d'extinction. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, dans le jardin, on a aussi des arbres monumentaux très importants du point de vue historique, puisqu'ils sont très vieilles, anciennes. Okay. Par exemple, on a la palmier, c'est le palmier qu'on a vu tout à l'heure, c'est Camerops humilis. Et tout à l'heure, on a entendu que c'est un palmier qui atteint l'auteur de 2 ou 3 mètres au maximum. Celle-là, l'auteur est 12 mètres. Elle a toujours été protégée par une serre. Et là, maintenant, on doit décider qu'est-ce qu'on va faire, c'est couper le palmier ou faire des travaux. On va voir. Donc, ce palmier a été implanté dans le 1585, c'est-à-dire 40 ans après la fondation du jardin. Et donc, c'est l'arbre le plus ancien que nous avons dans le jardin. Et il est très célèbre parce qu'il est connu comme palmier de Goethe. Goethe était le poète allemand et il a
il a été à Padoue dans le 1796, non, 86, excusez-moi, pendant son voyage en Italie. Et il est resté à Padoue beaucoup de temps parce qu'il était intéressé pour la métamorphose des feuilles. Donc, ce palmier, quand les feuilles sont jeunes, a les feuilles entières. Et après, quand les feuilles sont mûres, c'est une sorte d'éventail. Et donc, il a décrit dans ce métamorphose des plantes cette métamorphose, cet changement. Et depuis 1786, là, on l'appelle le palmier de Goethe. Et donc, tous les Allemands arrivent à Padoue, ils vont voir le palmier de Goethe. Un autre arbre monumental, c'est le Platanus orientalis. C'est une image du moitié de 800, à peu près, et le même arbre. Et ici, il a eu un problème, il a été frappé par un foudre. Et après, il a eu une attaque de champignons. Mais il a bien réparé les blessures. Et là, il est très bien, il est vraiment bien. Et le troisième arbre que je vous montre, c'est le Ginkgo biloba. Et il est du 1750. Et il est très drôle parce que c'est une plante masculine avec une branche féminine greffée. Et vous savez qu'en nature, c'est assez séparé, non, la plante. Là, on a les deux, on a les graines charnues et on a les fleurs masculines. D'accord. Bien. Associé au jardin, il y a une bibliothèque et un herbarium très importante. La bibliothèque a des textes anciens et l'herbarium, on a 500 000 feuilles d'herbarium divisées en collections. Donc, on a des collections, par exemple, de la flore de la dalmatienne, on dit dalmatienne. Et on a une collection d'algues aussi, une collection de diatomées et une collection de champignons par Saccardo, qui était un des directeurs du jardin. Et cette bibliothèque et cet herbarium existent depuis 1835 et c'était une idée d'un préfet, d'un directeur, Antonio Bonato, qui a décidé d'instituer la bibliothèque et l'herbarium. Avant lui, les directeurs du jardin, quand ils terminaient leur charge, apportaient avec eux les livres et les comme on dit, les fils, ils vendaient les livres. Donc, on a perdu, on sait combien de livres très importants. Donc, Bonato réussit à acheter la collection du préfet avant lui, qui c'était Marsili. Et après, il a donné tous ces livres et tous ces feuilles d'herbarium. Comme ça, depuis 1835, on a une bibliothèque et un herbarium. Ici, vous voyez seulement deux exemples. On a le livre, les dessins de Mattioli et des livres de médecine très importants. Les premiers, on dit imprimés à couleur. Oui, voilà. Ici, l'herbarium avec des échantillons. Et cette histoire, en bref, là, dans les derniers 20 ans, elle a eu deux événements très importants. Le premier, dans le 1997, c'est juste ici, 97, le jardin botanique a été inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ici, vous pouvez lire la motivation qu'on trouve quand on entre dans le jardin. Donc, cette inscription, elle est très importante, mais aussi, elle nous donne la conscience, la responsabilité de diffuser la culture botanique à différents niveaux
et donc nous donne une responsabilité qui parfois est difficile de garder ou de tenir au haut niveau. L'autre grand événement qui a touché l'histoire du jardin, c'est la possibilité d'agrandir le jardin. Ici, vous voyez un document qui a été écrit dans le 1997 à Édimbourg, qui concernait les petits jardins botaniques qui n'ont pas la possibilité de s'agrandir. Normalement, les jardins historiques sont petits, sont maximum 2 hectares. Donc, pas de possibilité d'avoir un numéro de collections supérieur, pas possibilité d'avoir beaucoup d'échanges parce qu'on n'a pas la place, on n'avait pas beaucoup de serres. Donc, par exemple, plantes tropicales, on n'avait pas plantes tropicales. Et donc, l'université de Padoue a acheté un terrain qui était au sud du jardin pour construire un jardin satellite. On ne sait pas comment on dit en français. Satellite, d'accord. Et donc, pour essayer de garder et de conserver le patrimoine sans bloquer le développement du jardin. Et donc, en plus, vous voyez, ici c'est la ville de Padoue, Saint-Antoine, le Prato della Valle, c'est une très belle place. Ici c'est le jardin, vous voyez, on est au milieu de la ville. Donc, on est bloqué. Et en fait, du côté sud, où il y a la fontaine de Théophraste qui est ici, les voisins qui étaient des moines, on dit moines, non? Oui, vendaient le terrain, un terrain. Ici, il y avait des implants sportifs, une piscine, quelque chose pour le football. Et donc, on a acheté ces parties. Et dans le 2002, on est arrivé à acquérir le terrain. Donc, on a eu un financement du ministère italien. Et après, dans le 2005, on a fait, je crois qu'on dit comme ça, un appel d'offres pour le projet. Le projet qui a gagné, c'est un projet italien-anglais. Et dans le 2010, on a commencé les travaux. Et dans le 2013, l'entreprise a nous remis la structure. Donc, on a employé un an pour mettre dedans les plans et pour préparer les parcours expositifs. Le projet que vous voyez ici, ici vous voyez les travaux. Ça, c'est l'autre église Santa Giustina qui est de l'autre côté. Et Saint-Antoine est de ce côté-là. Donc, on a commencé les travaux et ici, vous voyez la structure terminée. D'accord. Donc, c'est une serre qui est longue 110 mètres et dans le point le plus haut, c'est 18 mètres. Et après, elle décale. Et ici, vous avez des bassins, on dit qu'il y a des bassins, et des caractéristiques de l'architecture. Et l'idée qui a fait gagner ce projet, c'est garder la liaison entre les deux basiliques, Saint-Antoine et Sainte-Justine. La structure est un peu déplacée, elle n'est pas justement au milieu, mais sur la gauche. La deuxième idée, c'est offrir un voyage idéal aux visiteurs qui va de l'Équateur, qui est de la région tropicale, qui s'y trouve ici, jusqu'aux régions arides, en passant pour les régions tempérées. Donc, le visiteur peut marcher
et être dans l'environnement tropical, dans l'environnement tempéré et après dans l'environnement aride. On avait un projet aussi, l'environnement subpolaire, mais il n'était pas possible de réaliser parce que c'est vraiment très cher. Et aussi, la troisième idée, le troisième aspect qui a fait gagner ce projet, c'est que la serre est éco-compatible. Le plus possible, ce n'est pas vraiment du tout, tout à fait éco-compatible, mais on a un recycle d'eau. On a un réservoir d'eau des pluies qui est bien continuellement recyclé. On est partiellement autonome pour l'énergie parce qu'on a des panneaux solaires. On a un système de baisser le CO2 qui vient introduit dans l'atmosphère. Et voilà, ici vous voyez les panneaux solaires, ici l'eau qui est toujours recyclée. Et après, on a un système de régulation automatique, c'est-à-dire pour différents paramètres, la température, l'intensité de la lumière et l'humidité. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de rideau ici, aussi des rideaux latéraux. Et donc, quand il y a trop d'intensité lumineuse, automatiquement, les rideaux s'ouvrent. Ici, on peut ouvrir les verres de la serre. Et il y a aussi un système de humidification. Donc, quand l'humidité est trop basse, surtout dans la part tropicale, il commence un spray d'eau pour rétablir l'humidité. Donc ici, vous voyez l'idée, c'est-à-dire on peut voyager de l'équateur jusqu'aux régions polaires pour comprendre la biodiversité végétale. Et aussi, c'est un parcours phytogéographique, c'est-à-dire l'environnement méditerranéen, et n'est pas seulement en Italie, au sud de la France, mais aussi en Australie, au Sud-Afrique, par exemple. Donc, on a des plantes qui sont placées comme si vous aviez la carte du monde. Donc, on trouve au milieu les plantes qui viennent de l'Afrique ou de l'Europe, à droite de l'Asie, Australie, à gauche de l'Amérique du Nord et du Sud. Donc, le visiteur peut aussi avoir une idée de l'origine des plantes et des biomes dans lesquels ils vivent. Voilà, aussi c'est des images du jour de l'ouverture, c'était le dernier octobre 2014. Et donc ici, nous sommes dans la région tropicale, aride. Ici, c'est la tempérée. À l'intérieur, donc, on a un parcours qui est les plantes et l'environnement. Et le deuxième parcours, c'est les plantes et l'homme. C'est-à-dire qu'on a essayé de communiquer aux visiteurs comme nous avons domestiqué les plantes, comme les plantes ont nous domestiqué. On ne jette rien des plantes. Alors, un exemple, c'est les palmiers qu'on a déjà entendu, et les plantes et le futur. Donc, il s'agit d'un parcours anthropologique avec des différents systèmes de communication. Donc, on a des panneaux, on a des films, on a des repères, dans un répertoire, des repères, des vitrines avec quelque chose d'ancien ou de moderne, ça dépend. On a des photos et des explications dans les panneaux. Donc, on voit quelques images du jour de l'ouverture. Par exemple, ici, vous avez la biodiversité des pommes de terre dans les Andes. Et aussi, les enfants touchent pour savoir l'origine d'une plante. Et donc, la région intéressée s'allume.
Et donc les enfants peuvent comprendre l'origine. Aussi, on fait des laboratoires didactiques dans les serres ou des tiroirs dans lesquels les enfants ou le visiteur peuvent trouver des informations. En plus, ici, dans la partie blanche, vous voyez qu'il y a le toit avec les plantes pour diminuer aussi le CO2 introduit dans l'ambiance. On va à l'Estir, on va démarrer des labos, en particulier 2 labos. Un qui conserve les graines. On a déjà cette activité dans l'ancien jardin, mais on n'a pas de place. Là, on aura de la place pour le germoplasme et pour faire aussi de cultivation in vitro. Et l'autre laboratoire, ce sera un laboratoire on appelle ça biologie moléculaire, c'est-à-dire pour déchiffrer l'ADN. Et donc, essayer de travailler soit sur les plantes vivantes, soit sur les feuilles d'herbier que nous avons dans la bibliothèque, dans l'herbier. Donc, on va commencer, on n'a pas encore commencé parce qu'on n'a pas les instruments pour le moment, mais on va commencer cette partie de recherche qui, dans les dernières années, est vraiment décalée. On dit, je ne sais pas comment on dit, parce que les professeurs qui étaient au Jardin des Plantes, là, sont déplacés à un département de biologie qui est de l'autre côté de la ville. Donc, ça est devenu un peu difficile de travailler. On a quand même continué à travailler, mais la recherche a un peu perdu un peu d'importance. Donc, on va essayer de réintroduire la partie recherche, de renforcer la partie recherche. Cette histoire extraordinaire du jardin a eu la contribution pour les 5 siècles de vie de directeurs du jardin. C'est-à-dire que la plupart des directeurs étaient, surtout au début, étaient médecins et botanistes. Et ils étaient voyageurs. Donc, ils ramassaient beaucoup de plantes dans des endroits où ils allaient. Et le jardin des Padoue a une soixantaine de plantes qui ont été importées pour la première fois en Italie par les directeurs. Et donc, c'était une histoire de voyage facilitée par la République de Venise. On avait dit tout à l'heure que Venise avait des commerces avec l'Orient, mais aussi en Afrique, et aussi commençait à avoir des voyages entre l'Amérique. 1492, découverte de l'Amérique, donc on est le siècle après. Et donc on a pas mal de plantes qui ont été introduites en Italie par ces préfectes, c'est-à-dire les directeurs. Et un des directeurs dont je vous parle aujourd'hui, c'est Prospero Alpini, qui était directeur du jardin au début du 1600. Et Prospero Alpini était médecin. Il avait étudié à Padova et au début, il était vraiment médecin. Il exercitait, on dit ça, à Padoue, à Campo San Piero, à côté de Padoue. Mais il aimait beaucoup l'aventure. Donc, il a accepté, dans le 1591, de suivre le consul vénitien au Caire. Et là, il a resté 3 ans. Et dans ces 3 ans, il a décrit beaucoup de plantes qui étaient originaires de l'Égypte ou de l'Éthiopie. Il décrit pas seulement la partie botanique, donc la description des plantes, mais aussi l'usage de ces plantes par les populations locales, donc les Égyptiens. Et quand il revient, il publie des Medicina Egyptiorum et des Plantis Aegypti, en 1591 et 12. Dans ces livres, on trouve respectivement la description des plantes dans des Plantis Aegypti et
l'utilisation des plantes par la population locale. Et dans le Plantis aegypti, on a la description du café, de la plante du café, et qui ici, vous voyez la plante sans les fruits. Donc, les fruits, vous les connaissez très bien. Et les fruits étaient appelés des populations locales bonnes, ban, boune, boune, on trouve pas mal de noms. Et le décoction, on dit décoction, d'accord, qu'on obtient était appelé cauva, cavouet, cavet, donc la dérivation café, on pensait de ce deuxième mot. Et lui, il ne fit pas seulement une description médico-scientifique, mais il reporte des observations qui ont des répercussions sur le social. C'est-à-dire, dans le livre, on trouve une phrase comme ça, je ne sais pas la traduction, c'est la mienne, donc c'est pas bien. Comme ici on voit les hommes qui boivent du vin dans les tavernes. Là-bas, on voit les Arabes, les Égyptiens qui se livrent à boire le café. C'est vrai que dans le monde musulman, on ne peut pas boire le vin, donc c'est une bonne alternative. Et, donc, dans ces deux livres, il décrit la plante de café et c'est la première description de cette plante. Même s'il y a des des savants qui disent qu'Avicenne décrit pour la première fois, mais une description scientifique bien faite comme celle de Prospero Alpini, c'est la première fois. Et donc, cette primauté, comme on dit, cette première est reconnue par des savants qui ont décrit après lui cette plante. Par exemple, Domenico Civinini, qui était de Florence, dans ce livre de l'histoire et nature du café, plusieurs fois, il nomme Prospero Alpini. Vous voyez ici, là-haut, et aussi premier entre les Européens, fit Prospero Alpini à parler, favellare, c'est-à-dire parler de cette plante. Donc, il est reconnu comme le premier. Et aussi, après lui, on trouve des livres français, anglais, qui décrit l'aspect social de ces découvertes. Donc, cette description de Prospero Alpini a généré après toute une série de conséquences qui ont été très importantes du point de vue du social. C'est-à-dire, par exemple, Galland décrit l'origine et le progrès du café à partir du manuscrit arabe. Et donc ici, c'est en français, donc vous pouvez lire, on trouve une description. Donc les gens qui allaient à la maison du café étaient des gens d'études, qui passaient du temps avec les amis, et donc on pouvait lire, on discutait de poésie, on jouait aux échecs, par exemple. Donc, c'était un lieu où on pouvait rester ensemble et échanger des idées. Donc, c'est autour d'une tasse de café. Donc, c'est très bien. Il vous reste un quart d'heure. Si, d'accord. Et ici, vous voyez la fin du livre du Galland, c'est-à-dire il y a je ne sais pas comment dire, une dédication, des momenettes. Il dit c'est très bien ce qu'on a lu dans ce livre, et donc il fait une sorte de poésie dédiée à Galland. Mais aussi, on trouve toujours entre les savants français, par exemple Dufour, qui était un marchand de Montpellier, je me souviens bien. Mais il était aussi un écrivain et un philosophe.
Donc, il écrit un tractatus sur le café, excusez-moi, voilà, et il continue cet aspect de social, il a commencé par Prospero Alpini. Quindi il a fait une annotation sur les Parisiens, non? D'accord, qui, à la place du café, ils boivent une sirop de noir. Donc, n'a pas changé, d'accord, c'est vrai. Ok, mais aussi dans ce livre, on trouve une description très précise de la plante, des fleurs et aussi de la chimie de la plante, donc les principes actifs qui contenus dedans. Et après ça, en toute Europe, on a une diffusion étonnante du point de rencontre, les cafés. Et donc, les cafés deviennent un rencontre entre politiciens, hommes de lettres, hommes d'affaires. Et par exemple, la Baltic Exchange of London était la bourse des graines, la plus grande bourse des graines du fin 1700-1800, et le Coffee House d'Edward Lloyd, la compagnie d'assurance. Ils sont nés autour d'un café. D'accord ? Et donc, tout le monde, tous nous savons que le café, après la cultivation, est diffusé partout. Et par les Hollandais ont importé le café en Brésil. Et là, maintenant, le Brésil est le majeur producteur mondial. Mais pas seulement le Brésil, on a cultivation aussi en Asie. Mais ce que je veux dire comme diapo final, alors on a café de partout, et là c'est un article en italien qui est sorti l'année dernière. On a déchiffré l'ADN du café, c'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez le café Illy. Donc Illy et Lavazza ont financé le projet de déchiffrer l'ADN. Et donc ça c'est un article vous voyez, il y a une année. Donc ça ouvre beaucoup de recherches et ouvre un chapitre dans la recherche. Et on a entendu ce matin l'histoire de la tomate. Non? On a déchiffré l'ADN et donc ça a ouvert beaucoup d'études. Mais pour terminer, Prospero Alpini ne savait pas, quand il a décrit la plante, les conséquences de cette description. Mais nous, quand on boit une bonne tasse de café, là, depuis maintenant, on doit penser à Prospero Alpini et au Jardin des Plantes de Padoue. Bon, je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi pour la langue. J'ai fait beaucoup de fautes. Est-ce qu'il y a quelques questions, peut-être? Non? Ce n'est pas exactement une question, mais j'aimerais vous féliciter pour votre participation dans l'avance de ce jardin qui a l'air magnifique. Complimenti. Merci, grazie. Bon, je vous attends à Padoue voir ce jardin, hein, sûrement. Oui, j'avais une question à propos du nouveau jardin, oui. Où on voit cette très belle serre et on voit ces magnifiques pelouses. Ah oui. Dont on se dit que c'est de la place perdue. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors, ça, c'était, comme on dit, une stratégie. C'est-à-dire, en octobre, l'année dernière, le recteur de l'université, au mieux, pendant l'été, le recteur a décidé d'ouvrir en octobre. Donc, on a eu 2 mois, juillet, août, pour décider qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur qui était terre, seulement terre. Donc, on a pensé seulement l'herbe. Mais on a déjà commencé, je ne sais pas si un moment avec le drone, on voyait, on a déjà mis des plantes médicinales d'un côté, et donc on va, dans le temps, exposer des plantes par collection. Et l'idée, c'est d'exposer, c'est un peu selon la systématique moderne. Donc, dans le jardin
De l'autre côté, on a encore une classification du type morphologique seulement. Et donc, on a l'idée de voir de l'exposition des plantes un peu différentes de ce qu'on a dans l'ancien jardin. Et on pourra aussi contrôler les erreurs qu'on sait il y a beaucoup dans le jardin, dans l'ancien. Et donc, si on va remplir avec des plantes, avec des collections, et si, un peu parfois, parce que le problème, c'est toujours l'argent et le temps, et ça c'est toujours le même. Donc, on a seulement 8 jardiniers dans le jardin. Et par exemple, dans le vieil part, on ne peut faire rien à la machine. On fait tout à la main. Dans les petits carreaux, on ne peut pas passer avec. Donc, ça prend beaucoup de temps. On a besoin de personnel. Et en ce moment, pas d'argent pour le personnel. Donc, voilà. Bon, voilà. Le titre de votre communication, c'est Jardin botanique de Padoue, le plus ancien d'Europe. Est-ce que ce n'est pas le plus ancien du monde? Oui, sûrement. Et là, alors, il faut préciser, je ne sais pas, c'est en Chine ou en Japon, je ne sais pas. Mais c'est plus correct de dire le plus ancien jardin universitaire du monde. Et, par exemple, New York, l'année de 2013, a dédié une partie d'une exposition au Jardin des plantes de Padoue pour cette raison. C'est avec un but didactique, c'est le plus ancien du monde. Oui, vous avez raison, mais je ne sais pas pourquoi on a décidé Europe avec Agnès. Ok, d'accord. Bon, mais vous avez parfaitement raison. Oui, tout à fait. C'est universitaire, c'est du monde. En fait, c'est le modèle pour les autres. D'accord. Je voulais préciser que le premier herbier donc, a été fait effectivement à Padoue, mais le premier herbier, il est au Vatican actuellement. Oui. Bon, déjà, pourriez-vous le récupérer? Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas visible à tout le monde. Tandis que s'il était dans un domaine universitaire, ça serait beaucoup mieux. Je veux juste préciser qu'Alpini a fait aussi un ouvrage qui a été réédité il y a 3-4 ans, avec l'iconographie qui accompagnait donc toutes les plantes qui entraient en Europe, en particulier le marronnier, tout un tas de plantes comme celle-ci. Et il a fait un livre on a la chance, au moins, il a été réédité. Donc il est accessible maintenant à tout le monde et c'est une merveille. En français, oui. En français. J'ai oublié l'éditeur, excusez-moi. On a eu une nouvelle il y a 2 semaines. On est en train on a dans le séminaire de l'église à Padoue, on a eu une nouvelle sur un herbier. Donc, on va voir, parce qu'il semble un herbier du fin du 500 et début du 1600. Donc, je ne sais pas les années, mais on va voir. Et il y a quelque chose aussi plus ancien en Angleterre, je pense. Et il y a quelqu'un à Padoue qui sont... oui, mais ils sont en train de faire des comparaisons là pour le moment. J'ai un collègue qui travaille sur ça, mais je ne sais pas les résultats pour le moment, donc c'est bien. Il y a, c'est drôle parce que les herbiers parfois à Padoue étaient faits par les jardiniers sous la direction du directeur, là. Mais ils ne sont pas signés parfois. Donc peut-être on a des herbiers plus anciens, mais on n'a pas la possibilité de déchiffrer ou savoir qui était l'auteur. Oui. Oui, c'est vrai que je voulais être plus modeste avant d'avoir vu le jardin. Et on avait parlé d'Europe, mais j'aurais dû me méfier avec la présence de Francis là. Oui, alors je tenais, s'il n'y a plus de questions, vraiment à remercier Barbara. Je crois que vous avez bien dit que votre métier, c'était quand même la biologie moléculaire, donc c'est d'autant plus... Cellulaire, pardon. Cellulaire, donc c'est vrai que là, vous avez une érudition, vous avez fait vraiment un exposé très, très fouillé, très recherché, et on vous remercie beaucoup, surtout dans la langue en français. Merci. Merci à vous, et je m'excuse encore.